et messieurs, alors ne vous attendez pas à 36 détours, je suis bien suisse, mais je suis rarement neutre. Pourquoi? Parce que très rapidement, j'ai été passionné par l'art oratoire. Aujourd'hui, mon travail à moi, ce n'est pas de mettre les foules en mouvement, mais c'est de former, de conseiller celles et ceux qui doivent mettre les foules en mouvement. Il y a des associations, des ONG, des entreprises qui doivent vendre des produits, des services. Nous vivons une période électorale, d'un point de vue politique, à Neuchâtel, en Suisse. Il est grand temps de demander à la foule de se mettre en mouvement et d'aller voter. C'est donc des conseils que je donne aux partis politiques, c'est donc des conseils que je donne aux entreprises dans les relations publiques pour mettre les foules en mouvement. Et lorsque je dis que j'enseigne la rhétorique, j'ai droit à peu près ce type de tableau. Certains me diront que la rhétorique, finalement, c'est l'apanage du don Juan mal intentionné. D'autres me diront que la rhétorique, c'est l'apparat du vendeur peu scrupuleux. Et les derniers diront que finalement, la rhétorique, c'est l'outil des politiciennes et politiciens véreux. Sachez quoi, ils ont raison. Honnêtement, je ne peux pas donner tort à ces gens-là. Je ne peux pas donner tort à ces gens-là comme je ne peux pas donner tort à celui ou celle qui me dit que le feu est l'outil, je dirais, du pyromane compulsif ou comme le couteau est l'outil du criminel récidiviste. Mais que peut-on faire avec du feu? Vous pouvez mettre le feu à la maison du voisin ou vous pouvez réchauffer. Vous pouvez cuisiner. Vous pouvez éclairer. Que peut-on faire avec un couteau? Vous pouvez tuer votre voisin, certes, mais vous pouvez aussi sculpter, vous pouvez cuisiner. Alors non, la rhétorique n'est pas que l'apparat de celles et ceux qui sont mal intentionnés. Si vous avez envie de mettre les foules en mouvement, si vous avez envie d'être la personne que la foule va suivre avec des intentions louables, il est tout à fait possible d'utiliser la rhétorique à ces fins-là. Qu'est-ce que la rhétorique alors? La rhétorique, définie par Aristote, c'est l'art de convaincre et de persuader. Convaincre d'un côté, persuader de l'autre, ça nécessite la compréhension de ces deux pôles. L'art de convaincre fait appel à un raisonnement cognitif, intellectuel. Si j'essaye de vous convaincre, j'essaye d'avoir un impact sur votre opinion. Je suis d'accord, pas d'accord avec toi. L'art de persuader, lui, fait appel alors, il faut descendre d'un étage du cerveau au cœur. L'art de persuader fait appel aux émotions. Une fois que j'ai réussi à avoir un impact sur votre opinion, grâce à des arguments solides, il s'agit de vous mettre en action. Et à ce propos, j'ai une petite question à vous poser. Donc, je baisse les yeux de temps en temps pour regarder vos visages, être sûr que rien ne cloche. J'ai une question à vous poser. Gardez-la pour vous, je ne veux pas que vous deviez y répondre en public. Considérez-vous que l'écologie est importante aujourd'hui? À titre personnel, oui, je considère que l'écologie est importante. Maintenant, à toutes celles et ceux qui ont répondu oui, soyez très honnête avec vous. Est-ce que vous vous engagez réellement pour l'écologie? Moi, malheureusement, je devrais baisser ma main. Je ne suis pas le meilleur élève. Je pourrais parfois prendre le vélo, mais un peu de flemme, je me fais prendre la voiture ou le scooter. Bref, je ne suis pas l'exemple type. C'est bel et bien la différence entre être convaincu, avoir une opinion sur un élément, mais ne pas se mettre en action pour ce même élément. Prenons l'exemple maintenant d'une politicienne, d'un politicien qui se présente en élection. Son opinion que vous avez, enfin, votre opinion sur ce politicien, cette politicienne est élevée. Vous considérez que les arguments sont bons et intellectuellement, vous êtes en phase. Même voilà, votre meilleur ami vient se présenter aux mêmes élections. Pour qui allez-vous voter? De nouveau, la question se pose. Je fais souvent cette expérience avec mes étudiants, avec les clients, et je dois malheureusement vous avouer que la majorité délaisse la réflexion au profit de l'émotion. Le lien émotionnel que vous tissez avec votre meilleur ami qui se présente, c'est bel et bien celui-ci qui va vous pousser à vous mettre en action, à faire ce pas en avant. Là, vous devez commencer à comprendre qu'un bon discours maîtrise autant l'art de convaincre que l'art de persuader. Il faut être capable de provoquer chez votre audience un hochement, un acquiescement. Oui, c'est vrai, finalement, je suis d'accord avec toi.
et ensuite de provoquer ce pas en avant. Maintenant que nous sommes d'accord, je vous propose de vous engager. Une entreprise doit le faire, une association doit le faire lorsqu'elle motive des membres à donner de l'argent ou lorsqu'elle motive des membres à rejoindre les rangs. Parti politique doit le faire, les ONG doivent le faire, mais attention, la rhétorique, dans sa définition, fixe sa propre limite. Un roman n'est pas de la rhétorique. Un film humoristique n'est pas de la rhétorique. Le téléjournal, le soir que vous regardez, 19h, 19h30, 20h, n'est pas de la rhétorique. Pourquoi ? Car la vocation d'un bon roman n'est pas de vous convaincre ou de vous persuader. La vocation d'un film humoristique n'est pas de vous convaincre ni de vous persuader, juste de vous faire passer un bon moment. Et un média d'information ne devrait, j'utilise le conditionnel, ne devrait pas chercher à vous convaincre et à vous persuader s'il fait de l'information. Donc, ce soir, vous aurez 2 exercices, comme vous l'avez vu sur le feuillet présenté par Claude, vous aurez 2 exercices à faire. Le premier exercice sera traité sur, je dirais, la capacité à modifier l'opinion ou à interagir avec l'opinion, donc la capacité à travailler l'art de convaincre. Le deuxième exercice, la capacité à maîtriser l'art de persuader. Plongeons-nous donc maintenant dans le monde des arguments, ce merveilleux monde des arguments. Qu'est-ce qu'un argument ? Un argument, nous n'avons, en tout cas à titre personnel, au lycée ou à l'université, avant de me plonger dans la rhétorique, avant de faire un master en rhétorique, je n'ai jamais su ce qu'était un argument, ou du moins j'avais un avis erroné. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'argument, c'est une conclusion. Le coronavirus, c'est une supercherie. Le vaccin est très utile. Voici ce que nous lisons à longueur de journée et ce que les gens prennent pour argument. Mais ce n'est pas un argument. Un argument est composé de 2 choses. Vous avez, oui, la conclusion, mais une conclusion sans prémisse, c'est-à-dire sans justification, n'est pas un argument. Le vaccin est bon pour la santé ? Ah oui, pourquoi ? Le coronavirus est une supercherie ? Ah oui, pourquoi ? Et seulement quand vous obtiendrez la justification, et vous, lorsque vous vous présenterez, lorsque vous présenterez votre entreprise, lorsque vous présenterez vos produits, vos services, lorsque vous serez capable d'émettre des justificatifs à mettre en lien avec des conclusions, c'est à ce moment-là que le public pourra mettre en marche ce qu'Aristote appelait le logos, c'est-à-dire la pertinence. Est-ce qu'il y a un lien logique finalement entre votre conclusion et votre prémisse, votre manière de justifier votre conclusion? Si par exemple, je vous annonce aujourd'hui, et vous retrouverez ces exemples dans l'exercice pour ne pas être perdu, si vous retrouvez aujourd'hui votre médecin, et votre médecin, il vous dit « Ouh là 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 là, il faut faire du sport », c'est une conclusion, c'est ce vers quoi votre médecin veut vous faire aller. Mais pourquoi ? Alors, il y a une manière très logique de faire du sport, enfin, de justifier le fait de faire du sport. Cela est bon pour la santé, les études le démontrent, etc., etc. Ah, ok, je comprends. Cela devient logique. Mais votre médecin pourrait s'amuser à vous dire, écoutez, je crois que c'est le moment de vous mettre au sport, car sachez-le, ça va être le seul moyen de séduire un homme, une femme. Et là, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui me chagrine dans vos propos. Je n'arrive pas à trouver un lien. Ça ne dégage pas de tangibilité, de pertinence entre la conclusion et le prémisse. Je ne vois pas pourquoi, si je ne fais pas du sport, je ne trouverai pas l'amour. Et le problème, c'est que si vous ne vérifiez pas votre lien entre conclusion et prémisse, et que si l'audience se met à se gratter le front en se disant « mais que se passe-t-il ?» Votre audience réfléchit, et si votre audience réfléchit, elle ne vous écoute plus. C'est donc très important de vérifier ces arguments. Et prenons un deuxième exemple. Moi, je peux vous parler de ma vie à moi. Je suis conseiller en art oratoire. Mais si je ne justifie pas, excusez-moi, cette conclusion, tout le monde peut le faire. Alors là, je n'ai pas les noms, mais vous avez un certain Olivier qui peut le dire. Vous avez une certaine Vera, une certaine Claudine. Tout le monde peut dire « je suis conseiller, conseillère en art oratoire ». Ce qui va nous différencier, c'est la manière de le justifier. Je suis conseiller en art oratoire, pourquoi ? Excusez-moi, mais je me suis tapé une série d'études. J'ai des diplômes. Je suis allé me former jusqu'à Bruxelles avec un docteur en rhétorique. Je n'ai pas dépensé tout ça pour simplement un effet de mode. Non, j'ai de la crédibilité dans le domaine.
Mais après, je peux choisir une autre manière de justifier. Et c'est là que ça devient intéressant. Une seule conclusion peut avoir plusieurs justificatifs. Vous verrez, c'est très simple. Vous comprendrez tout durant l'exercice. Je peux dire, écoutez, je suis conseiller en art oratoire. Pourquoi? Parce que je suis le cadet d'une fratrie de 5 enfants. Et je peux vous garantir, lorsque vous êtes le plus petit, la dernière part de pizza, c'est avec les mots que vous l'obtenez, non pas avec les coudes. Sinon, vous recevez le même coup de coude 2 fois plus fort. Vous voyez, donc, j'amène ici ma conclusion. Je suis conseiller en art oratoire et en fonction de mes choix, du ressenti, je décide de venir justifier ma conclusion avec l'une ou l'autre des prémices. Alors maintenant, vous allez être répartis en groupes. Vous allez être répartis en groupes. Tout se fera automatiquement. Vous aurez 10 minutes au total. 10 minutes au total en groupe. Chaque groupe sera accompagné d'un modérateur, d'un facilitateur pour fluidifier les déroulements. Dans ces 10 minutes, je vais vous demander de vous pencher sur quelques conclusions que vous trouverez sur un lien. Ces quelques conclusions seront exemptes de justificatifs. Vous aurez donc le travail de venir chercher les meilleures manières de justifier les conclusions qui sont présentées. Vous aurez 10 minutes au total. Faites attention, après les 8 premières minutes, viendra sonner une petite cloche, un petit message qui vous avertira que dans 2 minutes, les chambres se fermeront, les salles de séance se fermeront et tout le monde reviendra en plénière. Claude, je te laisse scinder la salle en plusieurs groupes. Bien volontiers. Alors c'est parti. Rendez-vous à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Il y aura certaines personnes, 7-8 personnes qui resteront dans la salle principale. Voilà. À tout de suite. Merci beaucoup. Voilà. Alors Mathieu, toi, je t'ai laissé dans cette salle-là. Hein. Bien sûr, merci. Allez, Voilà, nous sommes 8. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Super. Est-ce qu'on a le lien? Alors, je ne sais pas si Claude, est-ce que tu es là? Le lien du... Oui, je peux vous mettre le lien dans le... Volontiers. Alors, volontiers. Donc, vous avez un lien ici. Vous pouvez cliquer dessus. Comme ça, vous pouvez interagir directement. Voilà. Dans l'onglet discussion, voilà. Merci. Exact. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre nom, votre prénom, et puis vous accéderez aux exercices, le premier étant sur la gauche. Superbe. Et là, je vois un nom qui m'est familier, c'est Alex ou Tina, je ne sais pas, un des deux. Hop là. Superbe. Alors, celles et ceux qui sont dans ce groupe, est-ce que vous avez accès aux documents? Est-ce que d'un signe de la main, d'un hochement de tête ou d'une activation du micro? Superbe, magnifique. Donc, vous voyez… Je pense que vous pouvez enlever vos micros maintenant, enfin, plutôt… mais vous pouvez activer les micros. Activer les micros, oui. Véronique, est-ce que tu souhaites prendre… Non, non, je t'en prie, Mathieu, au contraire. Je t'écoute avec plaisir. Super. Donc, vous avez cliqué sur ce lien et arrive devant vous un écran très sombre. Sur la gauche, exercice 1, le travail argumentaire. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Alors, c'est très simple. C'est ce que je vous ai demandé de compléter. Vous avez quelques conclusions sur la droite. Il faut faire du sport. Les réseaux sociaux sont une excellente chose. Et vous avez des exemples de prémices, donc de justification sur la gauche en bleu. L'idée, c'est que maintenant, nous prendrons les différentes conclusions et nous allons essayer de trouver des manières de justifier tout cela, c'est-à-dire des manières de venir rendre pertinent l'argument en question. Je vous ai donné un petit exemple, donc ici, dans la deuxième conclusion. Donc, les réseaux sociaux sont une excellente chose. Et si jamais l'écran vous paraît un tout petit peu petit, vous pouvez zoomer. Vous pouvez zoomer sur cet écran, sur cette page sombre. Les réseaux sociaux sont une excellente chose. Pourquoi? Ils permettent tout d'abord aux humains de se connecter. C'est une manière de justifier. Mais il y a une justification qui est très pertinente en rhétorique, c'est l'exemple. Et j'ai fait des recherches avant cette conférence et j'ai trouvé que lors de l'ouragan Sandy sur la côte est des États-Unis,
en 2012, des gens ont été sauvés grâce aux avertissements lancés sur les réseaux sociaux. Alors, vous imaginez, si moi je viens dans une salle et je dis, mesdames et messieurs, les réseaux sociaux sont une excellente chose, ça n'a pas du tout le même poids que si je dis les réseaux sociaux sont une excellente chose. Preuve en est, ils ont même permis de sauver des vies en 2012, des vies humaines, mesdames et messieurs. Et là, l'argument prend tout son sens. Alors maintenant, je vais vous laisser un petit moment et vous pouvez directement annoter. Si vous cliquez sur l'onglet Compléter, donc vous avez compléter, c'est, je vois que Yves P, vous êtes à l'onglet Compléter. Si vous double-cliquez sur Compléter, vous pouvez commencer à rédiger et à venir me justifier l'une ou l'autre des conclusions. Vous n'êtes pas évidemment obligé de les prendre dans l'ordre. J'ai à dessein rédigé des conclusions sur l'IBA et sur les business analysts pour celles et ceux qui sont concernés. Mais si vous n'êtes pas concerné par le métier de business analyst, vous pouvez simplement prendre les autres conclusions. J'aime mon métier, l'humain est au centre des préoccupations de notre entreprise, j'ai à cœur de protéger l'environnement. Et je vous ai mis un petit clin d'œil, l'art oratoire m'intéresse parce que là, j'ai envie de savoir comment vous justifieriez des choses de ce type. Alors, je vous laisse un petit moment. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Véronique et moi-même, Vera et moi-même sommes là. Et n'oubliez pas de prendre votre train à l'heure, c'est toujours important. Oui, pardon, j'ai mis mon micro. Aucun souci, monsieur alors, aucun souci, c'était la petite balle attrapée au bon. Vous pouvez sans autre faire votre exercice, aucun problème. En fait, j'ai mis le micro pour vous dire que, en fait, apparemment, ça marche que sur ordinateur. Je suis sur mon téléphone, donc je ne pourrais pas jouer, mais je vous écoute. Avec grand plaisir, et nous ferons remonter l'information si jamais pour les prochaines conférences. Moi, je veux bien être scribe, il n'y a pas de souci. Je peux écrire à la place de quelqu'un. Si vous avez des soucis techniques, volontiers, je peux. N'hésitez pas à me solliciter. Alors, parfait. Nous avons gentiment des réponses qui arrivent. Et le copier-coller marche très bien. C'est parfait. Alors, vous avez Matteo Mazzeri, je pense. C'est moi. Qui rédige aussi. C'est superbe. C'est parfait. Ça se remplit. C'est exactement comme ceci que ça doit se passer. Superbe. Ah, Mathéo, c'est intéressant ça. Donc, je dois comprendre que vous êtes illustrateur, que vous êtes… C'est une enfin, pas vraiment, non, c'est pas mon métier. D'accord. Mais je trouve les images, elles sont puissantes. Elles transmettent pas mal. Magnifique. Hop là. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, c'est parfait, ça se remplit. Magnifique. Je comprends les besoins des transcrits pour… Nous avons besoin d'environnement 5 vivre. Superbe.
Et pour les autres, celles et ceux qui n'ont rien noté, est-ce que vous souhaitez si jamais intervenir à l'oral pour ne pas devoir écrire? Est-ce que vous avez la moindre question, aussi d'éventuellement de compréhension de l'exercice? Aucun problème, je suis là et Véronique, nous sommes là pour y remédier. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, en tout cas, nous avons un groupe inspiré. Il y a entre, hop là, tac. Ça dépend des moments. Ah, je crois que nous aimons tous notre métier à échéance régulière. Ça dépend des moments. Là, je crois que c'est une vérité absolue. Mathieu et Luigi, je vois que vous avez inscrit dans le chat que vous prenez le train en cours. Est-ce que c'est possible de savoir où est-ce que vous êtes monté dans le train? À quel moment vous êtes monté dans le train? Alors, par écrit ou par oral, hein, vous pouvez, ne vous sentez pas obligé de prendre la parole, mais juste, si je peux, moi, vous permettre, il y a quelques minutes, donc pas compris l'exercice. Salut Luigi, magnifique. Alors, l'exercice, c'est très simple. Parfait, non, parfait. Désolé, c'est un message personnel. Il reste une minute. Donc, Mathieu, c'est la minute qui va me permettre de vous expliquer l'exercice. L'art rhétorique est composé de l'art de convaincre et de l'art de persuader. L'art de convaincre fait appel au raisonnement intellectuel. C'est l'opinion de la foule qui sera prise en compte. L'art de persuader fait appel à un raisonnement émotionnel. Émotionnel, pourquoi? Parce que ce sont les émotions qui nous mettent en mouvement. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, pour travailler l'art de convaincre, tout d'abord, il faut avoir un impact sur ce qu'Aristote appelait le logos, c'est-à-dire la logique, la pertinence du discours. Et pour travailler la pertinence, rien de mieux qu'un exercice sur l'argument. Un argument est composé de deux choses, une conclusion, une justification. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est d'essayer de trouver des justifications aux différentes conclusions qui sont listées sur la droite. Mais j'y reviendrai, pas besoin de rattraper le train qui fonce, le temps nous est compté, mais aucun souci, comme ça, vous avez les informations. Superbe. Magnifique. Nous avons de la matière à chaque conclusion, c'est vraiment superbe. Et Mathieu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, tout comme Luigi, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ah, ça revient. Ça y est, les gens reviennent. Ouais. Ça revient. Rebonjour à toutes et tous. Ça va vite, déjà plus de 40 dans la salle. Rebonjour à toutes et tous. J'espère. Ouais, j'ai laissé une minute de plus. Oui, parfait. Donc, Claude, si tout le monde est là, je te propose de diffuser à l'écran l'une ou l'autre des fiches. Pas besoin de passer en revue toutes les fiches. L'une ou l'autre des fiches, volontiers. Et je donne volontiers un petit feedback là-dessus à faire en live, en direct. Ça permet aussi d'animer un petit peu les échanges. Ok, je partage mon écran. Et puis, hop. Alors, quel groupe? Là, je suis sur le groupe 0. Ça a l'air d'être bien rempli. Est-ce que ça te… Alors, du coup, c'est notre groupe. Oui, c'est notre groupe. Donc, effectivement, il y a eu des éléments bien remplis. Je vais juste vous expliquer, avant de commenter, une chose importante. J'ai alors, de loin pas la prétention de dire que ça a été mis au point, mais je me suis penché sur une méthode, finalement, d'analyse de la pertinence des arguments. Ce n'est rien de scientifique. Vous ne retrouverez ça nulle part. C'est une élucubration personnelle, mais ça permet finalement d'avoir une idée un peu plus précise que des simples mots. Un argument se mesure sous l'égide de deux choses. La logique qu'il dégage et l'émotion qu'il dégage. Alors, lorsque vous avez maintenant, c'est quelque chose que vous pourriez faire pour votre prochaine conférence. Vous pourriez vous dire, OK, dans cette conférence, voici ce que j'aimerais mettre en avant. Voici les quelques arguments que j'aimerais mettre en avant. Vous mettez vos conclusions sur la droite et vous venez chercher des justificatifs sur la gauche.
Je vous propose donc de noter le lien entre justificatif et conclusion. Si je vous dis qu'il faut faire du sport parce que c'est bon pour la santé, c'est un lien très logique entre, je dirais, la conclusion et la justification. Par contre, c'est plus difficile d'entrevoir de l'émotion lorsque l'on cite une étude. Il faut faire du sport parce que les études démontrent que. Donc, ça ne dégage peu d'émotion. Alors, vous pourriez noter de 1 à 10 l'aspect logique de l'argument, 1 étant le moins logique, 10 étant le plus de logique. Et vous pourriez faire la même chose avec l'émotion. L'argument dégage-t-il de l'émotion? 1, pas du tout d'émotion. 10, beaucoup d'émotions. Et là, nous verrions, par exemple, que nous avons un argument, je dirais, à prédominance logique. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne note. On lui mettrait très certainement un 7, 8, 9 sur 10, 10 sur 10 si vous aimez mettre d'excellentes notes. Par contre, si je viens vous dire qu'il faut faire du sport parce que c'est un atout de séduction, nous perdons grandement en logique et peut-être que nous gagnerons un peu en émotionnel parce que peut-être que nous gagnerons en émotionnel. Pourquoi? Parce que des gens vont se dire, ah ben voilà, grâce au sport, je vais avoir une meilleure vie, je vais avoir trouvé l'amour, etc. Donc là, nous notons l'argument, nous verrons qu'il a une mauvaise note logique, qu'il a une moyenne note émotionnelle, et vous fixez vos critères. Peut-être que vous allez fixer comme critère, comme seuil de suffisance 6 sur 10. Tous les arguments qui sont en moyenne en dessous de 6 sur 10, je ne les prends pas. Voilà, c'était une petite parenthèse pour noter les arguments. Maintenant, prenons le texte que vous avez sous les yeux. Donc, les business analysts créent de la valeur en entreprise. Ah bon? Pourquoi? Justificatif numéro 1, les business analysts identifient les besoins qui apporteront le plus de valeur. Alors, on commence à comprendre, mais attention de ne pas tomber dans un piège de justifier une conclusion par une autre conclusion. Les business analysts identifient les besoins qui apporteront le plus de valeur. Là, l'idéal serait de travailler l'exemple. Vous savez, les business analysts créent de la valeur en entreprise. Pourquoi? Laissez-moi vous parler d'un cas très concret. Et là, vous justifiez par l'exemple. Aristote considérait que l'exemple était je dirais la reine-mère ou le roi des arguments. Donc, peut-être ne pas tomber dans la justification par la conclusion, mais rentrer dans le sujet finalement d'un cas concret. Ensuite, si j'en prends un, j'aime mon métier. Un peu en dessous, le troisième, j'aime mon métier. Alors, ça dépend des moments, évidemment, je disais, c'est une vérité absolue. J'aime mon métier, pourquoi? Car il est essentiel d'être en cohérence entre mes passions et mon métier. Là, ça devient intéressant. Il est essentiel d'être en cohérence entre passion et métier. Alors, on va plus loin que la conclusion. Ce n'est pas une simple conclusion. Par contre, là encore, on pourrait dire, mais quelle est cette passion et quel est le métier? N'oubliez pas qu'en rhétorique, dire, c'est faire exister. Si vous parlez de votre passion, soudainement, elle existe. Et donc, si elle existe, elle devient presque tangible. Donc, si vous êtes passionné par les chiffres et que vous êtes devenu business analyst, là, ça devient un peu plus logique et on commence à sentir quelque chose. L'humain est au centre des préoccupations dans notre entreprise. Alors là, je vous l'ai dit, je suis un peu piquant sur ce sujet. Je vous l'ai dit, je suis suisse, mais rarement neutre. Je suis très critique auprès des entreprises qui souhaitent communiquer sur l'humain parce que c'est devenu une communication marketing. Finalement, on ne fait rien de plus que les autres, mais nous apposons ce terme sur notre site Internet parce que finalement, les autres le font. Alors, l'humain est au centre des préoccupations. Premier, donc, car les systèmes développés servent l'humain. Donc, au final, les systèmes développés servent l'humain, effectivement. Si l'humain n'est plus au centre de l'entreprise, l'entreprise meurt. Donc, c'est assez logique de le justifier de cette manière. Nous avons en dessous, l'humain est au centre de nos préoccupations dans notre entreprise. Pourquoi? Parce que nous organisons des séances régulières sur les émotions des collaborateurs. Et là, ça devient aussi très tangible. C'est un exemple concret qui permet de justifier l'amour finalement de l'humain dans l'entreprise. Alors, j'ai à cœur de protéger l'environnement. Je terminerai là-dessus. Quelqu'un nous dit donc, je vis sur la planète Terre comme mes enfants et tout autre humain. Nous avons besoin d'un environnement sain pour continuer à y vivre. C'est exact. La notion du futur. J'ai à cœur de protéger la planète. Pourquoi? Parce que sans planète, le futur n'existe pas. Attention tout de même. Si vous dites que vous avez envie, vous, de protéger
le futur, ce qui n'est pas le cas, hein, mais si vous étiez tenté de dire j'aime la planète, je me bats pour l'environnement parce que je protège l'environnement, vous êtes de nouveau dans le justificatif d'une conclusion par une autre conclusion. Est-ce que, Claude, nous pourrions avoir un deuxième groupe à passer rapidement et ensuite enchaîner sur la suite de la soirée? Volontiers. Lequel tu veux? Il y en a 4 autres. Celui que tu veux, celui que tu veux. Allez, au hasard. Claudine. Claudine, magnifique. Alors, attendons le temps de chargement. Voilà. Super. Alors, on n'en a pas fait autant, hein. On en a fait problème. 2. Aucun Ok. problème. Très bien. Alors, si tu peux juste, voilà, parfait, zoomer un tout petit peu. Donc, les business analysts créent de la valeur en entreprise. Ils apportent un point de vue qui permet aux autres d'asseoir leurs décisions. Là encore, c'est peut-être justifié par une autre conclusion. Ce qui m'intéresserait de savoir comment ils apportent, qu'est-ce qu'ils apportent. Donc, ce point de vue, oui, mais qu'est-ce que cela donne en pratique? Ils apportent un point de vue. Du coup, beaucoup de métiers apportent un point de vue qui permettent aux autres d'asseoir leurs décisions. Comment est-ce que nous pourrions rentrer dans le vif pour justifier vraiment cette valeur que vous apportez? Ils apportent leur expertise. Là encore, on a peut-être ce sentiment de conclusion. Comment, pourquoi, dans quelle mesure vous apportez votre expertise? Un lien entre les différentes expertises. Les business analysts ont une connaissance approfondie de l'entreprise. Ah, là, ça devient intéressant. Donc, les business analysts ont une connaissance approfondie dans l'entreprise. Ça sous-entend peut-être qu'il y a des études, qu'il y a de l'expérience. Donc, c'est un bon début. Mais là encore, vous pourrez rentrer dans le vif de ce petit post-it parce que les business analysts font des études de l'organisationnel de l'entreprise, sur les fonctionnements internes de l'entreprise, etc. Et là, ça deviendrait logique. Vous connaissez, vous apportez de la valeur en entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez fait des études dans les bons fonctionnements d'entreprise, etc., etc. Donc, n'oubliez pas, ne restez pas trop général. L'argument nécessite du fond. L'argument nécessite d'aller dans le fond des choses. J'aime mon métier maintenant. J'aime mon métier. J'apporte quelque chose à l'équipe. Ah, on a encore peut-être un peu ce sentiment d'être sur une conclusion. Qu'est-ce que vous apportez? J'apprends tous les jours quelque chose. C'est aussi intéressant. Qu'est-ce que vous apprenez? J'aime mon métier car grâce à mon métier, j'ai appris à cuisiner 5 plats de 5 nationalités différentes. Et là, on rentre de nouveau dans l'exemple. Hein. Vous le sentez venir, je justifie beaucoup mes conclusions par des exemples. L'exemple a cette force d'exister. Le cas concret a cette puissance d'exister. J'aime mon métier car j'aime partager mes connaissances. Là encore, pourquoi, comment? Et c'est là où ça devient fabuleux. Parce que si vous annoncez la manière dont vous aimez partager, comment vous aimez partager, quand vous aimez partager, ça peut être un morceau de pain et avec un bout de chocolat à la pause de 10 heures, comme ça peut être l'invitation de toute l'équipe dans votre maison, dans votre appartement pour le souper de boîte. Là, vous commencez à faire vivre votre argument. Vous voyez donc le fonctionnement. Lorsque vous avez vos conclusions sur un morceau de papier, n'oubliez pas de les justifier. Car une conclusion sans justification, c'est de l'air finalement. Si je ne vous dis pas pourquoi je suis conseiller en art oratoire, vous n'aurez pas plus confiance dans mes propos que quelqu'un d'autre, qu'une autre personne, qu'un tiers. Il est très important de justifier vos conclusions. Sur votre site internet, dans la vente de vos produits, de vos services, votre produit est de qualité, pourquoi? Vous livrez dans les délais, pourquoi? Vous êtes les numéros 1 sur le marché, pourquoi? Vous aimez votre travail, pourquoi? Et je suis assez agressif parfois sur cette question du pourquoi, mais c'est essentiel de développer cette agilité intellectuelle, toujours justifier ses propos. Vous verrez, maîtriser l'argumentaire, c'est maîtriser une maxime fabuleuse. Vous allez commencer à dire moins, mais pour dire mieux. Et c'est fabuleux. Merci pour le partage de l'écran. Donc voilà, c'est magnifique, superbe. Maintenant que vous savez comment travailler l'art de convaincre, c'est-à-dire que vous êtes capable d'apposer sur une feuille de papier des conclusions et que vous êtes capable de les justifier, vous allez avoir un merveilleux impact sur l'opinion de votre audience. Mais ça ne suffit pas. Actuellement, vous êtes comme la politicienne, le politicien qui a, je dirais, simplement parlé de son programme, de ses arguments, de ses convictions, etc., etc. Le public a dit oui, vous avez raison.
Mais le public, à ce stade, ne va pas voter pour vous. Vous devez alors travailler l'art de persuader. Parlons rapidement des émotions. Les émotions sont les véritables déclencheurs de nos actions. Ce sont des véritables déclencheurs d'actions. On parle bien d'achat coup de cœur, pas d'achat coup de cerveau. Ça saurait si on réfléchissait avant d'acheter. Et j'ai une autre petite anecdote à vous raconter. Une anecdote antique, cette fois. Le monde gréco-romain me passionne non pas par son histoire, mais par le langage et par la rhétorique. L'expression « apprendre par cœur », elle est très intéressante parce qu'elle est complètement erronée à mon sens. Apprendre par cœur fait référence, retenir là-dedans l'énoncé sur le bout des doigts. Apprendre par cœur, c'est vraiment répulsif. Ça ne donne juste pas envie, ça ne fait pas appel aux émotions au cœur. Alors d'où est-ce que ça vient? Dans l'Antiquité, les spectateurs se demandaient déjà pourquoi ils interagissaient plus avec certains orateurs, donc ils se mettaient plus souvent en action durant certains discours que dans d'autres discours. Et ils se sont rendus compte, et ça vous avez un pléthore de livres derrière moi, vous avez l'institution oratoire de Quintilien qui en parle très bien, ils se sont rendus compte que les émotions finalement étaient ce qui permettait de retenir le mieux. Finalement, les discours qui dégageaient beaucoup d'émotions, la foule interagissait, la foule se mettait en mouvement. Alors est venue la maxime, vous voulez faire un bon discours, il faut l'apprendre par cœur, il faut que ça passe par là. Et c'est de là qu'est venue l'expression apprendre par cœur, c'est venu de ces observateurs qui regardaient comment fonctionnait une foule en fonction de la qualité du message. Donc de là, nous avons tiré cette expression jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'a plus trop de sens parce que vous dites à un élève « apprends par cœur tes mots de vocabulaire », il fait ce fameux pas en arrière en disant « ouh, c'est terrifiant ». Alors que non, il y a des méthodologies. Bref, je ne vais pas rentrer. Donc, les émotions sont le véritable élément déclencheur dans un discours. Pourquoi est-ce qu'elles nous mettent en mouvement? Les émotions, c'est, de nouveau, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, mais le mécanisme décisionnel est axé sur les émotions. Et ça, c'est lié à notre condition d'animal. Nous sommes des animaux. La condition d'animal qui nous régit, les émotions, finalement, nous ont permis de survivre. Nous avons faim, nous mangeons, nous avons peur, nous fuyons, nous avons soif, nous buvons. Nous avons envie, et lorsque l'on parle d'émotion, il faut parler aussi de reproduction. Les animaux ont envie de se reproduire, ils se reproduisent. Bref, nous obéissons aux émotions. Et des travaux ont été faits, notamment, je ne vais pas vous le citer, mais le prix Nobel de l'économie 2002 est un psychologue, 2002 je crois, c'est Daniel Kahneman, qui lui a parlé beaucoup de cette manière d'interagir avec le cerveau instinctif. Mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Retenez que les émotions sont le déclencheur. Et pour générer des émotions, comment faire? L'art de la description. En rhétorique, il s'agit de reprendre vos termes et de les étirer, de les décrire, de rentrer dans la précision de vos mots, pour faire passer les mots d'une simple définition à une émotion. Et cet art de la description, il passe par quelques outils, je ne vais pas rentrer dans trop de détails anesthésiants. Par contre, vous pouvez en retenir un, c'est un exercice que vous allez devoir faire, être capable de passer de la théorie au ressenti. Et être capable de passer de la théorie au ressenti, donc de faire ressentir quelque chose à votre audience, de faire vivre quelque chose à votre audience, la rhétorique appelle ça l'énergaia. L'énergaia, c'est finalement rendre tangible votre discours, rentrer dans des descriptions travaillées pour que finalement votre audience puisse ressentir vos mots, vos propos, en même temps que vous les dispensez. Alors, je vais vous donner un petit exemple. C'est les exemples de nouveau, vous serez réenvoyé en petits groupes et vous devrez faire ce travail de passage de la théorie au ressenti. Je vais vous dire que je m'ennuie. Je m'ennuie, c'est extrêmement plat, c'est extrêmement théorique comme énoncé. Et si je me penchais sur la description de l'ennui, si j'essayais par des images, des métaphores, par un descriptif, de faire vivre l'ennui. Mesdames et messieurs, non, je ne m'ennuie pas. Mais je suis affalé sur mon canapé, je regarde l'horloge, les secondes semblent passer comme des heures. Et là, je fais vivre l'ennui. Vous avez d'autres manières de justifier votre… Alors, je ne sais plus quel exemple je vous avais transmis un autre exemple. Je suis motivé. Je suis motivé. Vous savez, aujourd'hui, les entretiens d'embauche, c'est toujours très amusant puisque les gens disent qu'ils sont motivés. Mais faites vivre cette motivation. Sinon, le recruteur, la recruteuse ne pourra pas la ressentir. Non, je ne suis pas simplement motivé.
Je vais me battre pour faire ce fameux pas en avant. Ce pas en avant qui m'est bénéfique, mais qui sera bénéfique à l'entreprise. Ce pas en avant qui me donne envie d'aller plus loin. Et là, avec cette notion du physique, je démontre quelque chose, je démontre une action. Et c'est ce qu'on appelle en rhétorique l'énergaia, le passage de la théorie au tangible, à ce que nous pouvons ressentir. Alors, je vais laisser Claude repasser en format petit groupe. L'objectif, c'est donc de travailler sur quelques notions théoriques, de les transformer en descriptifs. Je vous dis à tout à l'heure, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À tout de suite. Voilà, alors les personnes sont envoyées dans les mêmes groupes qu'avant. Magnifique, magnifique. Alors, je vous repartage le même lien. Et puis, je vais aller me balader. Le papillonnage. Voilà, je vais papillonner. Le deuxième exercice est sur la droite. Voilà. Oui, exactement. À tout de suite. Alors, tac, j'ouvre la page. Boum. Je vais juste mettre à charger mon ordinateur. Tout le monde a pu accéder à la tableau à droite du document? Oui, merci. Super. Enfin, tout le monde. Non. Je sais pas. Allez-y, n'hésitez pas à mettre votre micro si vous voulez en parler. Oui, c'est ça. Et donc, vous voyez sur la gauche, cette fois, c'est la gauche, vous avez quelque chose de très théorique. Je m'ennuie, je suis motivé, je suis amoureux, amoureuse, il y a de l'orage, ce projet en entreprise est captivant, l'ambiance de la salle est silencieuse, j'habite dans un chalet, etc. L'objectif, c'est de faire vivre cette théorie, de rentrer grâce à de la description, de rentrer grâce à des éléments tangibles pour faire vivre vos propos. Et je reste à disposition, bien évidemment, si besoin. J'adore l'exemple de « je suis motivé » qui est, je pense, la phrase la plus banale, plate et vide, mais que tout le monde utilise, je pense, à 99,99%. C'est ça. J'ai dû donner, alors en Suisse, nous avons des offices de placement, ce qu'on appelle les ORP. Et les offices de placement me menacent de temps en temps lorsqu'ils ont des dossiers un peu plus piquants. Et effectivement, la plupart du temps, vous avez des gens qui sont ponctuels, motivés et sociables. Et moi, je leur explique tout simplement que s'ils ne sont pas ponctuels, ils sont virés. Donc, partant de ce principe, il faut chercher quelque chose d'autre et de nouveau de faire vivre. Parce que si les humains sont sujets aux émotions, le recruteur, la recruteuse est sujet aux émotions également. Magnifique. En tout cas, ça se remplit. Ça se remplit. À chaque fois, je la vois, mon cœur magnifique, à compléter. Je me sens nerveuse. Une belle description de Matteo qui commence, qui émerge. Et donc, vous voyez, ce sont des données finalement lambda, assez aléatoires. J'habite dans un chalet, c'est une phrase que vous êtes certainement amené à dire, alors peut-être pas habiter, mais j'ai fait des vacances dans un chalet. Ok, certes, mais rentrez dans le détail. Comment était-il? Les odeurs, à quoi ressemblait-il? Tout ce qui permet de justement, selon la rhétorique, d'atteindre l'énergaia, c'est cette perception du terme, que je trouve, moi, à titre personnel, fabuleux. Ça vient d'où, Energaia? Alors, je n'ai pas la référence, mais Energaia doit faire référence à ce qui se passe à l'interne, mais je n'ai pas l'étymologie exacte. Il faudrait que je me la remémore. Pas de problème.
Mais ça doit faire référence à ce qui se passe en interne, si mes souvenirs sont bons, ce qui serait assez logique finalement parce que vous vivez quelque chose. Mais du coup, je vais regarder cela. Energeia. Oui, alors, ça doit être lié aux énergies intérieures. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Est-ce que vous avez des questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous êtes franchement, Vera, nous sommes tombés sur un groupe exceptionnel. Ouais. Parce que le travail se fait et se fait très bien. Mathéo, j'aime bien votre justificatif, votre descriptif pour l'ambiance de la salle est silencieuse. Magnifique. Cécile, je partirai dans la même direction que vous. C'est exactement ça que j'aime entendre lorsque les gens me parlent d'un chalet. Très bien aussi pour je suis amoureux, je suis amoureuse, le cœur qui s'accélère, la respiration qui devient mais complètement folle, complètement incontrôlable. La sensation de ces fameux papillons dans le ventre, c'est exactement ça, faire vivre le propos. Vera, est-ce que la qualité sonore va bien de mon côté? Oui, Oui. parfaitement. D'ailleurs, j'avais une question concernant le microphone. Ah, ce petit copain que j'ai juste ici. Ouais, c'est bien lui qui envoie le son, la voix. Oui, et le gros avantage, et c'est ce que je voulais, puisque je suis assez nomade, je suis beaucoup au bureau, mais il m'arrive des fois de devoir prendre la parole depuis l'extérieur et par écran interposé. Et il m'était en fait indispensable un micro USB. Donc, je n'ai qu'à le brancher et il est opérationnel sur Zoom, sur Teams, sur tous les outils. Ça coûte 100, 120 dollars, alors une centaine de francs. Et ce sont ces fameux micros dirigés. Donc, je peux choisir d'avoir le son sur le 360 degrés ou uniquement sur la zone orateur. D'accord. Et c'est lequel? Parce que j'en cherche un, moi aussi, j'en ai essayé plusieurs. Je n'ai pas Alors, trouvé mon bonheur c'est le encore. Samson, il s'appelle Samson Meteor Microphone. Merci beaucoup. Désolé de cette intrusion. Non, allez-y, sur Digitech, vous le trouvez sur Digitech. Je n'ai aucune action chez eux, mais ils font un très bon service. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à voir où se situe le décompte du temps. Est-ce qu'on voit uniquement quand c'est la dernière minute ou Je me posais la même question, mais je crois que malheureusement, seul l'animateur peut le voir. Oui, parce que il me semble que Claudine disait elle disait où le voir, mais je cherche partout. Je pense qu'on va plus être très loin, à mon avis, Non. Ah, qui a parlé de raclette? C'est quand même exceptionnel. Parce que j'adore la raclette. J'adore la raclette. Alors là, ça ne peut que faire résonner la convivialité chez moi. Mais vous voyez, à part ça, la dynamique, hein, nous sommes tout différents du premier exercice. Le premier exercice, nous étions penchés, réflexion, et là, nous sommes bien à même, et même nous sommes tentés de sourire lorsque nous lisons les descriptifs, etc. C'est exactement ceci que vous devez viser dans votre discours. C'est que la phase émotionnelle, l'art de persuader, doit donner envie aux gens. Et comment donner envie à un Helvétique? Bon, les Français, vous n'êtes pas en reste avec le fromage, mais de manger une raclette, ça, c'est exceptionnel. Super. Donc, le management, les personnes devront considérer toutes les énergies sont exploitées. Parfait. Excellent, la raclette. Hop là, je vais mettre ici. C'est tendance de bois qui craque et vit, qui parle même. OK, c'est nickel.
C'est parfait. Je pense que les gens vont revenir. Si Claude est de retour. Hop là. Ah, 30 secondes. 30 Là, secondes. Je n'ai pas vu le décompte. C'est pas affiché. Bon, ce n'est- Ah, peut-être parce qu'on. Ah oui, mais oui, bien sûr, parce que nous sommes en plénière, donc on va Ah, pas bah être oui, ouais, éjecté. nous ne sommes pas en Voilà, groupe, c'est juste. c'est pour Bien ça. joué. Ça y est, Bien joué, j'ai Véronique. trouvé Bien joué. l'explication. Ah oui. C'est exact. Défavoritisme. Ah, Nous les sommes gens pas reviennent. On est déçus de ne pas être éjectés de la salle. Rebonjour, rebonsoir. 19h33, je crois qu'il est temps de dire bonsoir, rebonsoir à toutes et tous. Nous sommes déjà la quarantaine présents sur cette salle en plénière. Claude, maître de l'animation, je te laisse repartager finalement les écrans, comme ça je peux commenter. Et nous prenons alors des groupes différents cette fois-ci. Alors, je te propose de rester sur le groupe 1. Que nous avons... Ouh là 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 là. Il y a eu foisonnement. Et on le voit. C'est exactement ce que je disais avant. Vous le voyez, mesdames et messieurs. Lorsqu'il s'agit de se pencher sur l'argumentaire, c'est un travail de fond, un travail plus complexe qui nécessite du temps. Lorsque nous travaillons sur les émotions, que se passe-t-il? Tout devient aussi plus agréable. C'est exactement ce que vous devez faire ressentir à votre audience. Alors maintenant, je m'ennuie. Je vous avais donné un exemple, qu'a-t-on? Donc, les cliquetis de l'horloge sont une musique raffinée. Alors attention, là, je ne perçois pas tellement de l'ennui, je perçois plus de la rêverie, quelque chose voilà, de la flânerie, de la rêverie. Les secondes sont des heures, évidemment, les secondes sont des heures. Je suis assis, affalé sur mon bureau. Je regarde l'horloge, les secondes ressemblent à des heures exactement. Descendons un petit peu. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Là, ça commence à m'intéresser. Je ressens des émotions vives et contradictoires entre le bonheur fou et, alors si tu peux juste enlever la souris, et la peur de tout perdre. Ah, cette dualité que vous arrivez à me faire vivre, le bonheur fou, la peur de tout perdre. C'est magnifique. Je souris quand je vois son nom s'afficher sur mon téléphone. Un sourire esquissé, tout le monde le vit. Vous permettez donc au public de le vivre. Exemple pour les... Alors, attendez, tac. Je n'ai pas les mots pour décrire les émotions qui me traversent à chaque fois que je la vois. Les émotions. Alors là, on pourrait... Quelles sont ces émotions? Est-ce qu'il s'agit de papillons dans le ventre? Est-ce qu'il s'agit d'une excitation, d'une chair de poule? Est-ce qu'il s'agit... Rendez votre discours tangible. Descendons un petit peu. Ce projet est captivant. Quelque chose que vous pourriez retrouver en entreprise. Ce projet est captivant. Alors, si on peut juste enlever le exemple, volontiers, Claude, voilà, nickel. J'adore travailler sur cette thématique qui me pousse à entreprendre de nouvelles approches, qui me pousse à entreprendre, pousser à entreprendre. On a cette notion de se mouvoir qui apparaît, de ce projet est captivant, vous obtenez une notion de se mouvoir. Il y a de l'interaction, plus de personnes connectées en vidéo qu'à l'habitude. Ce projet est captivant. Oui, car il y a de l'interaction, Ok, je comprends, donc une connexion. Décrivez cette interaction. L'art de la description, c'est rentrer dans le vif du sujet, rentrer dans les détails qui font vivre la chose. Je vous avais mis, alors si tu prends l'exemple, Claude, un peu plus à gauche, j'avais mis comme exemple pour le projet est captivant, j'avais mis donc ce projet est une puissante dose de vitamines, il me tient en haleine comme ce fameux film si captivant qu'il m'empêche de détourner le regard. Et là, ce film captivant qui vous empêche de dormir, on essaye de faire ressentir quelque chose. J'habite un chalet, je prendrai cette dernière avant de passer à un autre groupe. J'habite un chalet, c'est une notion très théorique, très bateau. Voilà, merci beaucoup. Les murs sentent le bois et le feu la cheminée. Aucun doute, nous ne sommes pas dans un immeuble. Nous sommes dans cette ambiance chalet. Dans ce foyer sans prétention qui sent bon le bois et la nature, je me sens à nouveau connecté à la nature
sans artifice, dans ce foyer sans prétention, déjà sans prétention, élément descriptif, qui sent bon le bois, élément descriptif, vivre l'odeur et la nature, je me sens à nouveau connecté à la nature. Cette connexion, c'est très bien, bravo. L'air de la montagne me revigore, contempler les montagnes des heures durant, assis dans ma véranda, me donne l'impression d'être minuscule face à ces géants. Très belle figure de style, hein, cette antithèse, je me sens minuscule face aux géants. Très bien, vous avez parfaitement réussi l'exercice. Pensez, et vous voyez, hein, tout ce que vous écrivez là dégage quelque chose. Donc, dans votre discours, si vous décidez de mettre les foules en mouvement, travaillez vos descriptifs. Donnez envie à votre audience de vivre l'instant présent. Claude, je te propose de passer au groupe 4. Comme ça, nous aurons 2 groupes à chaque fois. Superbe. Alors, descendons. Je suis amoureux. Mon cœur bat plus vite. Très bien. Je l'attendais, celle-ci. Hein, les pulsions qui augmentent et on le ressent dans la poitrine. Mon énergie est décuplée. Ah, j'écris des poèmes. Je suis amoureux, j'écris des poèmes. On peut visualiser cet acte de s'accouder à une table, de commencer à rédiger et en plus des poèmes. Rien n'est plus romantique que des poèmes. Il y a de l'orage. Les éclairs zèbrent le ciel noir. Très très beau. La pluie en trompe d'eau vient percuter les toits et ruisselle dans les gouttières. C'est magnifique. Vous pouvez vivre l'orage. En tout cas, alors bon, excusez mon côté passionné, mais je peux vivre vraiment le moment présent. Si nous descendons un petit peu, l'ambiance de la salle est silencieuse. Pardon. L'ambiance de la salle est silencieuse. Nul mot est dit et l'ange passe. Tellement silencieux que nous pouvons entendre l'ange passer. On entend les mouches voler, la fameuse expression, on entend les mouches voler, exactement, et le vrombissement de la climatisation. Pour vous dire, personne ne parle, j'entendais même le petit vrombissement de la climatisation. Tel un soir en montagne, où le moindre bruit de la nature résonne comme une fanfaronnade, je regarde les participants immobiles dans cette salle où personne ne parle. Très, très juste. Très, très juste. Vous pourrez parler de votre respiration, de votre… Et je vais juste en choisir une sur le groupe 5, volontiers. Philippe, volontiers, pardon, Claude. Oui. Superbe. Oh. Comment ça se fait qu'on n'ait rien? Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait un exemple à citer? Juste un exemple, si vous vous remémorez de quelque chose. Le groupe 5 de Philippe, il y a des personnes dans ce groupe apparemment. Hein. Ah. Ouais. Alors, ce n'est pas un problème, aucun souci. Aucun souci. Alors, Claude, nous pouvons revenir en visuel. Très bien. J'imagine que vous avez peut-être esquissé, en tout cas je l'espère parce que c'est le but, quelques sourires lorsque vous avez écouté et lu ces descriptifs. Pourquoi? Parce que vous avez vécu quelque chose. Alors que l'exercice premier était très scolaire, finalement c'était uniquement de vous faire justifier des données techniques, donc se plonger dans quelque chose. Là, tout devient plus simple parce que vous vivez quelque chose et c'est exactement ceci que vous devez garder en tête pour votre prochaine intervention. Mais maintenant que vous avez vos arguments et vous avez vos descriptifs, je vais vous proposer de venir décorer ça et là votre discours. Il y a en rhétorique les fameuses figures de style. Les figures de style, vous les connaissez peut-être. Qu'est-ce que c'est? Les figures de style sont les ornements du discours. Vous avez un discours et les ornements de ce discours, c'est comme si finalement vous vous êtes habillé. Donc j'ai une chemise, j'ai un pantalon, j'ai des chaussures. Quel parfum vais-je choisir? Quel bracelet vais-je choisir? Quelle petite bague vais-je choisir? Voici le rôle des figures de style, de venir orner votre discours. Et je ne vais pas vous demander d'exercice, je vais juste vous montrer quelques exemples de figures de style que vous pouvez réutiliser sans hésiter. Premièrement, le néologisme. Première figure de style, le néologisme, c'est quoi? Le fait d'inventer des mots. Et maintenant, posez tout, posez votre crayon, posez votre stylo, posez votre téléphone portable, mais ne fermez pas Zoom, s'il vous plaît. Souvenez-vous de ce que Twitter a réussi à faire. Vous ne dites plus « Et j'ai écrit un message sur Twitter ». Vous allez dire « J'ai tweeté ». Le mot est apparu. Et donc, Twitter a réussi à ancrer ce nouveau néologisme. Uber. Nous parlons aujourd'hui en économie d'uberisation, vous vous rendez compte? C'est un terme presque économique aujourd'hui, l'uberisation de la société.
ils ont réussi à développer ce style oratoire, à venir mettre le petit bijou, la petite bague, le petit ornement là où il fallait, et les gens apprécient, les gens ne voient plus que ça. Le néologisme, magnifique exemple. Et alors, dans le plus classique, feu Jacques Chirac a prononcé un magnifique néologisme. Il a qualifié la situation devant des millions de téléspectateurs. La situation a été qualifiée d'abracadabrantesque. Alors, ce n'est pas Jacques Chirac qui a créé ce néologisme. Il vient de M. Rimbaud, de l'écrivain Rimbaud, mais il l'a popularisé. Et petit exemple, vous pouvez trouver ce néologisme sur YouTube, la vidéo existe. Vous écouterez bien le silence qu'il a posé après avoir prononcé abracadabrantesque. Mesdames et messieurs, la situation est abracadabrantesque. 4 secondes de silence. Pourquoi? C'est comme si vous mettez un parfum et que vous admetteriez que personne ne le remarque ou que vous admetteriez finalement que vous camouflez ce parfum avec d'autres parfums que vous… Non. Là, il a décidé de mettre en valeur l'ornement. Il a donc apposé un silence après le néologisme, comme vous metteriez peut-être en valeur votre nouveau collier. C'est tout à fait normal et ça a toute nécessité de le faire. Deuxième figure de style, alors le terme fait chauffer les oreilles, l'anadiplose. L'anadiplose, mais c'est pour moi une figure de style, c'est l'une de mes préférées parce qu'elle permet de fluidifier les propos. Elle permet de rendre le texte un peu chantant, comme une bague vient décorer la main d'une personne. L'anadiplose, qu'est-ce que c'est? Vous avez une phrase qui se termine par un mot. Vous allez reprendre ce mot dans le début de la nouvelle phrase, de la seconde phrase. Et donc, si je vous parle d'amour, cet amour qui vous fait vibrer, ces vibrations qui vous donnent envie de vous lever le matin avec le sourire, ce sourire que vous voyez sur le visage de votre moitié. Vous voyez, donc, je termine une phrase par un terme et je viens reprendre ce terme pour en faire une nouvelle phrase. Mesdames et messieurs, il est important de prendre pleine conscience de l'importance de l'art oratoire. L'art oratoire qui va vous permettre de vous émanciper dans la société, une société dans laquelle vous méritez une place. Vous voyez, je termine et je reprends. Et ça permet de fluidifier, un grand gain de style. N'oublions pas, les figures de style portent un terme qui n'est pas anodin, figure de style. Et la dernière, je m'arrêterai là, la périphrase. La périphrase, c'est lorsque vous venez, alors là c'est une figure de style fabuleuse, si vous voulez doper votre vocabulaire, la figure de style de la périphrase consiste, c'est très simple, vous avez un terme et plutôt que de prononcer ce terme-là, vous allez le décrire par tout plein d'autres termes qui l'entourent. Finalement, c'est comme de faire le champ lexical. Si vous vous souvenez de vos cours de français, lorsque je dois rédiger des discours pour le compte d'entreprise, je travaille beaucoup avec les champs lexicaux. Prenons l'exemple de la ville de New York. New York, une très belle ville. Ouais. Si je décide de décrire New York par des termes connexes, sans prononcer le mot New York, donc si je décide de faire une périphrase, qu'est-ce que cela peut donner? Alors, il y a l'acier, la fourmilière, la grosse pomme, l'excitation, tous ces termes qui se rattachent à New York. Alors que je pourrais dire « j'aime New York », je peux tout à coup dire « j'aime cette gigantesque fourmilière faite d'acier ». Et là, votre vocabulaire explose, vous commencez à maîtriser des termes et vous commencez à maîtriser des descriptifs que vous n'aviez pas avant d'utiliser la périphrase. C'était un petit complément sur les ornements du discours. Les périphrases, vous les utilisez, vous les trouvez, excusez-moi, sur les réseaux, sur Wikipédia, vous avez un listing, vous avez des bouquins qui parlent de figures de style. Alors, je vous garantis, n'attaquez pas les bouquins sur les figures de style avec le sourire, vous déchanterez. Il y en a plus d'une centaine avec des termes épanorthose, prétérition, etc. Vous allez vite déchanter, mais certaines sont finalement amusantes et donnent envie de rédiger des discours, de chercher cet agrément stylistique. Avant de conclure, parce que le temps file, je regarde l'horloge, 19h47, le temps file. En tant que passionné, je ne vois pas le temps passer. Excusez des fois ce couloir tout tracé. Il vient le temps des questions-réponses. J'aimerais que maintenant, vous puissiez poser vos questions, vos demandes. Voilà. Ce temps de questions-réponses, je le mets maintenant. Et ensuite, je prendrai un court instant pour conclure. Le micro appartient dorénavant à tout le monde, avec grand plaisir.
je suis le récipiendaire de vos questions. S'il y en a, bien évidemment. Alors, il y en a une que je vais prendre qui est dans les commentaires Bien sûr. de Madame Mireille Gogna. Faut-il être poète pour être bon en rhétorique? La poésie, non, la poésie n'est pas une composante essentielle. Il est évident que je vais vous encourager à travailler le descriptif parce que les poésies, vous pouvez ne serait-ce que lire les fables de La Fontaine. Jean de La Fontaine, cet écrivain poète français, ne serait-ce que de le lire, vous comprendrez aussi la gymnastique des mots. Mais nul, franchement, n'est nécessaire de maîtriser la poésie pour être bon rhétorique. L'art oratoire, la rhétorique, c'est l'art de convaincre et de persuader. La poésie, c'est un bonus. Mais finalement, comme l'extraversion, des gens sont extravertis de nature, d'autres sont introvertis, comme être extraverti est un plus, mais ce n'est pas une composante essentielle. Monsieur Nicolas Zabukovec, ce n'est pas une question, mais il dit sur l'importance des émotions, vous pouvez lire L'erreur de Descartes de Damasio. Descartes, oui, le philosophe Descartes. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous pouvez. Alors là, c'est un livre qui est écrit par L'erreur de Descartes de Damasio. C'est Descartes de Damasio, c'est son nom, ou c'est Damasio, c'est l'auteur de… Non, Damasio. Donc, Descartes était un philosophe, ouais. Et Damasio, ouais. Donc, c'est… Mais oui, lire Descartes, lire sur Descartes, ça peut être utile. Mais encore une fois, prenez tous ces ouvrages avec des pincettes. Ne pensez pas… je peux vous montrer, ici, j'ai le tome 5 de l'institution oratoire. Je vais juste vous montrer. Ici, vous avez, vous avez du grec. Vous avez des séquences en grec, vous avez des passages où c'est illisible. Donc, attaquez ces ouvrages avec prudence. Il y a des ouvrages généraux, j'en parlerai un peu plus après. N'hésitez pas à activer le micro. Vous pouvez si vous le souhaitez, bien sûr. J'avais une petite question. J'ai déjà fait des concours de plaidoirie, d'éloquence. Je me suis prêté à l'exercice, je me suis jeté dans le grand bain et on a envie d'y retourner, franchement. Mais bon, j'ai eu quelques petites erreurs, évidemment. On ne peut pas être parfait sur tous les points, mais c'est important de rester critique. Et ma question, c'était comment s'adapter à son public quand on fait une plaidoirie, comment ne pas les perdre finalement? Voilà. Je cadre juste la réponse. L'éloquence est une catégorie de l'art oratoire. L'éloquence, si je prends la métaphore du théâtre, c'est la manière dont les mots sont mis en valeur, c'est la manière dont les costumes sont mis en valeur. La rhétorique, elle, va choisir le meilleur costume. L'éloquence va faire briller ce costume. Donc l'éloquence, on est sur une question très théâtrale, presque d'apparence. Chose cadrée, comment garder l'intérêt, comment conserver l'intérêt de l'audience? Il faut savoir que l'intérêt, c'est l'or de l'oratrice, de l'orateur. Comme l'argent fait fonctionner une entreprise, comme le carburant fait fonctionner votre voiture, sans intérêt, l'oratrice, l'orateur se meurt. Parler à des chaises vides n'a jamais été chose aisée, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Vous avez donc entièrement raison, il faut se poser cette question. Il y a des outils pour capter l'intérêt. Il faut tout d'abord savoir que l'intérêt se gagne, il n'est pas acquis. Partir du principe que l'intérêt est acquis, c'est une erreur. Donc, introduisez dans votre discours des éléments qui permettent de gagner l'intérêt. L'intérêt se gagne selon diverses manières techniques. Vous avez notamment les ruptures, donc les effets de rupture. Vous pourrez intégrer dans votre discours lorsque vous voyez, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Les exercices ont permis de créer ces effets de rupture. Lorsque j'utilise des silences, des termes parfois frappés de sens plus fort, ce sont des petites ruptures, des petites piqûres de rappel qui ont juste le rôle de dire « j'existe, regardez-moi ». Si maintenant je me tais, vous allez commencer à vous demander ce qui se passe. Et vous allez peut-être poser votre téléphone portable en disant « oh, j'ai peut-être un problème de connexion, que se passe-t-il ?» Non, je viens de capter votre intérêt à nouveau. Donc, les silences, les ruptures. Vous avez aussi la modulation de la voix, la prosodie, ce qu'on va appeler la prosodie du discours. Utilisez votre voix comme outil, comme meilleur ami. Vous avez la possibilité de parler avec des voix plus fortes ou des voix plus faibles, si vous êtes plus intimiste. Forcez l'audience à tendre l'oreille, à lâcher l'activité qu'elle faisait pour vous écouter. Vous avez alors ce qu'on va appeler la rhétorique des objets. Moi, je me balade souvent avec ma bouteille d'eau
Et souvent, je dis aux gens que la bouteille d'eau est pleine, c'est que nous sommes au début de la conférence. Et quand la bouteille d'eau sera vide, vous verrez, nous ne serons pas forcément à la fin parce que j'aurai beaucoup parlé et j'aurai eu soif. Et donc, cette petite bouteille d'eau permet aussi de tisser un lien, donc ce qu'on appelle la rhétorique des objets. Voilà donc quelques outils, Mehdi, pour aller de l'avant en termes de captation d'intérêt. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question qui revient. Manipulation, le terme revient 2 fois dans le chat. C'est très important de parler de manipulation. Vous savez que la rhétorique, maintenant, vous êtes incollable. La rhétorique, c'est l'art de convaincre et de persuader. Convaincre, faire travailler le cognitif. Persuader, faire travailler la mise en mouvement, l'émotion, l'art de persuader. Alors, maintenant que vous savez cela, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi vous avez commandé votre dernier ordinateur portable. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais il me semble que je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai plutôt un achat compulsif. Alors, c'est pour ça que la frontière entre art de persuader et art de manipuler, elle est tenue. Lorsque vous êtes manipulé, l'émetteur du message va chercher à vous faire agir sans vous donner la possibilité de réfléchir. C'est notamment le gros calvaire avec les pervers narcissiques notamment. Eux vont faire une distorsion de la réalité pour obtenir quelque chose. Donc, ils vous embrument votre capacité cognitive pour obtenir quelque chose de votre part. Quand Digitech m'a fait acheter mon micro, m'a fait acheter mon téléphone portable, etc., et j'étais manipulé. Non. Pourquoi ? Parce que Digitech ne m'a pas empêché de réfléchir. J'aurais pu prendre le numéro de série du téléphone portable, j'aurais pu le comparer, aller comparer les prix, réfléchir, aller vérifier les différents arguments sur les différents sites Internet pour réfléchir. Par contre, si Digitech avait mis une fausse image, avait mis de fausses informations et que j'ai acheté justement le téléphone portable sur une base de distorsion de la réalité, je viens d'être manipulé. Donc, la différence entre rhétorique et manipulation, dans le premier cas, vous avez la possibilité de réfléchir. Dans le deuxième cas, on vous empêche de réfléchir par quelques stratagèmes très vicieux. Une autre question. Alors, je vois qu'il y a le chat. Le chat, je vais lire quelques questions au chat. Elena nous parle du non-verbal. Donc, le langage corporel est aussi très important, n'est-ce pas? Si on ne la maîtrise pas, elle peut contredire la partie orale. Alors, vous avez entièrement raison. Je parle souvent d'un alignement tête, cœur, corps. La tête doit avoir réfléchi au discours. Le cœur doit avoir envie de le transmettre. Et le corps, finalement, il ne doit pas trahir le cerveau et le cœur. Mais attention, certaines études seraient tentées de vous faire croire que si vous traitez quelqu'un de con avec le sourire, ça passera. Non, c'est faux. Je parle notamment de la loi de Mehrabian. La loi d'Albert Mehrabian, c'est une loi qui expliquerait, je parle au conditionnel, que 7% de la communication interpersonnelle passe par les mots, 38% passe par le paraverbal, c'est-à-dire les intonations, la rythmique, et 55% par le non-verbal. J'ai écrit un article sur cette loi, sur ces chiffres, parce qu'ils sont totalement hors contexte. Albert Mehrabian, le psychologue qui a pondu cette loi, le dit lui-même sur son propre site internet. Arrêtez de citer ma loi. Dans le 99% des cas, vous la citez de manière totalement erronée. Pourquoi ? Parce qu'Albert Mehrabian s'est focalisé sur le visage et non sur la gestuelle. Donc, ce n'est déjà pas une expérience qui prend en compte le corps. Ensuite, l'expérience est basée sur 10 sujets et les 10 sujets sont tous du même sexe. Mais aujourd'hui, les gens, vous savez comme c'est, ça se déroule comme une traînée de poudre. Une information tombe sur Internet et vous vous dites « Ah, ça y est, c'est le Graal ». Faites attention. Donc, oui, la communication par la gestuelle est très importante. Mais s'il vous plaît, au grand s'il vous plaît, ne clouez pas au pilori une oratrice, un orateur, parce qu'il a l'air mal à l'aise. Attendez de savoir la pertinence du propos avant de le juger. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout va tellement vite que vous voyez quelqu'un dans la rue, vous lui accolez 36 étiquettes et il faut essayer de passer par-dessus ces étiquettes. Donc oui, la gestuelle, très importante, elle témoigne de la confiance, de l'assise de l'oratrice, de l'orateur, de sa pertinence aussi. Mais attention, ne focalisez pas tout sur la forme. La forme, c'est une stratégie à court terme, alors que le fond, c'est une stratégie à long terme.
Ensuite, nous avons langage corporel. Avez-vous quelques astuces pour développer, cultiver sa capacité oratoire? Lire et écouter. Alors, bon, vous allez trouver que c'était exagéré, mais je dirais mes journées s'organisent par une première heure sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, et j'analyse tous les débats helvétiques, français. Je regarde beaucoup, je m'instruis énormément des nouvelles techniques. La capacité oratoire, vous devez avoir des points de repère pour progresser. Vous ne pouvez pas progresser en art oratoire juste en claquant des doigts en disant aujourd'hui je vais m'améliorer. Non, vous devez avoir des points de repère. Comme un sportif qui court le 100 mètres, il a des temps à respecter. Et il ne sait s'il s'est amélioré que s'il franchit un palier. Et vous, c'est la même chose. Vous devez repérer des oratrices, des orateurs qui vous plaisent et vous devez tenter de reproduire leur style, de reproduire les tournures, les sonorités. Et une fois que vous aurez atteint ce cap, vous saurez que vous êtes parti d'un point A et que vous êtes arrivé à un point B. Maintenant, au niveau de la lecture, vous avez des livres, alors je peux en parler, pour améliorer sa capacité oratoire. Bertrand Perrier, un avocat français, a écrit notamment La parole est un sport de combat. C'est un ouvrage général qui vaut la peine d'être lu. J'ai beaucoup apprécié cet ouvrage. Vous avez d'autres ouvrages. Alors, vous avez notamment vous avez Dale Carnegie, qui a écrit aussi Dale Carnegie. Carnegie s'écrit C-A-R-N-E-G-I-E, Carnegie. En fait, ça s'écrit Carnegie, mais c'est en anglais Carnegie. Lui a écrit aussi un livre sur la prise de parole. Ce sont des ouvrages généraux qui permettent de progresser. Et ensuite, passons à la pratique. Dès demain matin, 8 heures, vous allez tous écrire sur un post-it 3 mots. Et vous allez vous entraîner à faire les périphrases de ces 3 mots. Entraînez-vous, ouvrez votre vocabulaire. Le téléphone portable n'est pas un téléphone portable. C'est un outil de communication apparu récemment permettant aux gens de se connecter. Ensuite, vous parlez d'une gourde. Une gourde, c'est quoi? Un objet permettant de recevoir un contenant de l'eau, du contenu, de l'eau, et qui permet de s'hydrater de temps à autre. Et vous allez petit à petit ouvrir votre vocabulaire à force de parler de mots basiques. Vous allez ouvrir votre vocabulaire. Voici un troisième point pour améliorer sa capacité oratoire. Donc, regardez des oratrices, d'orateurs, lire et pratiquer un petit exercice comme je viens de vous le transmettre. Encore une question, art oratoire et écoute. Voilà, comment parler en public? Merci beaucoup. C'est le terme qui ne me venait plus. Comment parler en public? Merci beaucoup. Claude, art oratoire et écoute. Alors, intéressant de parler d'écoute. La rhétorique a une proche cousine qui s'appelle la dialectique. La dialectique, c'est l'art du dialogue. À ce propos, vous faites la même erreur que moi, certainement. En entreprise, vous dites quoi à vos collègues? Écoute, il faudrait que nous ayons une discussion. Mais la discussion, elle a un problème. C'est qu'à l'origine, discussion vient du latin discutere, qui fait référence à ce qui éclate. Détruire pour reconstruire. Du reste, quand votre conjoint, votre conjointe rentre à la maison et vous dit « Chérie, j'ai le souhait d'avoir une discussion », vous savez que ça commence à sentir mauvais. Parce que la discussion fait référence justement à ce qui doit évoluer, par la force parfois. Alors que le dialogue, c'est tout autre. Le dialogue se base sur l'écoute. Un bon débat, ce que nous ne voyons malheureusement plus tellement à la télévision, est basé sur l'écoute. Donc, rhétorique ne signifie pas l'écoute. L'écoute n'est pas une compétence rhétorique. Par contre, c'est une compétence dans l'art oratoire, si on se focalise non plus sur la rhétorique, mais sur la dialectique, l'art du dialogue, l'art de co-construire une finalité grâce aux différentes parties du dialogue. Écouter pour co-construire. Ensuite, pas d'autres questions. Ah oui, les youtubeurs connus, de par leur large audience, sont-ils finalement de bons orateurs modernes ou nuisent-ils à l'éloquence? Non, ce sont de très bons... Mais il y a de tout finalement. Comme il y a de mauvais politiciens, de bons politiciens, etc. Il y a des youtubeurs exceptionnellement forts dans la manière de prendre la parole, dans la manière de s'exprimer. Attention tout de même. Le montage. Vous aurez l'impression que certaines personnes maîtrisent l'éloquence, maîtrisent l'art oratoire sur le bout des doigts, mais ils sont aidés du montage. Aujourd'hui, il est 20h02, ça fait 1h30, 1h que nous avons commencé. Je n'ai pas la possibilité de monter des vidéos. C'est différent d'être en direct, d'être face à une audience.
Donc, ne vous fiez pas trop aux nouveaux youtubeurs qui ont droit à eux des séquençages, des retouches, des modifications. La parole peut être un peu biaisée. Vous aurez l'impression qu'ils maîtrisent, mais dans une communication interpersonnelle, peut-être qu'il y aura une distorsion. Par contre, oui, ils ont indéniablement développé des compétences oratoires, c'est certain, parce qu'ils font de la parole aussi leur métier. Mais méfiez-vous, le montage permet de gommer beaucoup de choses. Y a-t-il une autre question? Ça fait déjà pas mal, je vous remercie, ça fait déjà pas mal de questions. Éventuellement une dernière question. Les youtubeurs, alors ça c'est bon, ok, merci. Une dernière question peut-être? Une fois, 2 fois, 3 fois adjugé. Je vous propose un rapide atterrissage en parlant de conclusion. Avoir le dernier mot, c'est quelque chose qui est bien connu de toutes et tous lorsque l'on parle de discours. Oui, mais vous, et ce n'est pas un reproche, vous maîtrisez le dernier mot au sens figuré. La conclusion conclut. Moi, je vous propose de maîtriser la conclusion au sens propre. Avoir le dernier mot. Aujourd'hui, l'introduction et la conclusion sont considérées comme les parties les plus importantes d'un discours. La fameuse technique du sandwich, du reste, demander à un jeune d'annoncer 3 notes scolaires à ses parents, instinctivement, il mettra souvent la moins bonne note au milieu, cette fameuse technique du sandwich. Oui, mais cette technique a été codifiée par la rhétorique, elle s'appelle l'ordre nestorien. Pourquoi? Je vous la fais très très courte. Nestor, conseiller de guerre durant la mythologique guerre de Troie, expliquait que pour gagner un combat, il faut venir placer des soldats puissants au début pour surprendre l'ennemi, des soldats plus faibles au milieu pour donner l'impression à l'ennemi qu'il arrive au bout, et de revenir mettre des soldats très puissants à la fin pour achever l'ennemi. Et de cette construction soldat puissant, soldat faible, soldat puissant, aujourd'hui nous en avons retenu l'ordre nestorien dans le discours, introduction, corps du message, conclusion. Donc il est essentiel de vouloir maîtriser sa conclusion. Dorénavant, mesdames et messieurs, vous n'avez plus le choix. Vous allez utiliser une petite pirouette que je viens de faire devant vous, que vous n'avez peut-être pas encore réalisée. Vous allez venir mettre les questions-réponses de votre client, du public, de l'audience, avant votre propre conclusion. Ce que je viens de faire, de sorte à ce que, si par malheur, au grand malheur, une personne dans le public vient vous déstabiliser, ce qui arrivera tôt ou tard, vous avez toujours un temps de parole pour vous rattraper. Le dernier mot vous appartient. Par contre, si vous faites votre conclusion et que quelqu'un vous déstabilise dans l'audience, toute la conférence sera signée par cette baisse en qualité, en humeur, en énergie. Alors, en guise de conclusion, je vous offre cette conclusion. Ne faites plus l'erreur. Partez du principe que vous, comme finalement un stratège, vous avez la volonté, l'intime conviction de maîtriser le premier mot de votre introduction jusqu'au dernier mot de votre conclusion. Je me tais, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je reprends la parole. Je rends la parole à Claude, je crois. Merci beaucoup, Mathieu. Je crois que Vera, tu as levé la main. Tu veux dire quelque chose? Non, juste bravo, merci. C'était très, très intéressant. C'était juste un high five. Oui, merci beaucoup. Et j'en profite pour présenter les personnes qui ont travaillé pour faciliter cette soirée. Donc, il y a Vera. Donc, ça, c'est ton nom de scène, hein, Vera. En fait, tu t'appelles Véronique Giraud, c'est ça? Oui, les deux sont possibles. Voilà, ça, c'était le groupe 0 en plénière. Il y avait Andrea Hubert, Claudine Berger pour le groupe 2, Diana Diong, Pascal Glynn et Philippe Jacquet. Voilà, je vous invite à commenter si vous avez des… On va faire un post de la soirée, on va résumer ce qui a été dit là. Donc, si vous voulez voilà, donner votre sentiment, interagir avec Mathieu, n'hésitez pas, ce sera un post LinkedIn. Je vais finir, c'est peut-être pas le mot de la fin, mais par de la publicité, on était parti avec la publicité, on va finir. Sur le congrès du mois de juin, je vous réaffiche la page principale avec Yves Pigneur comme key speaker. Voilà, on ouvre les inscriptions, ce sera soit ce soir, soit ce week-end, soit lundi. Donc,
Venez nombreux et puis rendez-vous, ce sera le 17, un samedi pour une soirée, ce ne sera pas une soirée, ce sera une matinée à partir de 10h, Management 3.0. Merci beaucoup, merci Mathieu, merci tout le monde. Avec plaisir, merci à toutes et tous. Et si vous avez la moindre hésitation, nous pouvons nous connecter sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. Gardons contact, c'est aussi l'objectif de ces sessions. Excellent, merci beaucoup, au revoir.